Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité de ce soir sur BNews One. En 2026, la menace des changements climatiques est assez préoccupante pour les organismes vivants. Au ministère de l'Environnement, où le chef du département a reçu ce lundi les vœux de Nouvel An, l'on prône la résilience face à l'urgence climatique cette année. La période de jeûne, de prière et d'abstinence s'annonce pour les fidèles musulmans et les chrétiens. Le Ramadan et le Carême commencent ce mercredi. La symbolique de ces périodes religieuses dans ce journal. Voilà pour les titres, les détails dans un tout petit instant. À l'ouverture de ce journal, nous parlons du Fonds national de l'emploi qui entend cette année se déployer tout en restant fidèle à ses missions de promotion de l'emploi et surtout d'accompagnement des porteurs de projets pour une insertion socio-professionnelle réussie. Nous faisons ce soir une immersion dans un dispositif public orienté vers le financement de l'outil productif. Et c'est avec Monique Bamio. Yaoundé, dans les quartiers populaires, l'économie se construit souvent hors des circuits bancaires classiques. Depuis plusieurs années, le FNE soutient ses entrepreneurs en finançant des projets porteurs. Première étape, terminus Mimboman. Dans cette clinique de santé, les consultations s'enchaînent. Il y a quelques mois encore, le promoteur travaillait avec un plateau technique limité. Près d'1 500 000 francs CFA ont été investis par le Fonds national de l'emploi, principalement en équipements médicaux payés directement aux fournisseurs. Je suis arrivé au FNE, j'ai posé mon problème à l'accueil. Ils m'ont conduit chez une dame qui est aussi une analyse des dossiers, elle oriente dans différents services. Elle m'a donc envoyé chez M. Amougou, qui est le responsable de ce volet de crédit au FNE. Il m'a accueilli très gentiment. Il m'a confié à l'une de ses collaboratrices qui m'a pris en charge. On a fait les études de mon projet ensemble jusqu'au comité de crédit sans souci. D'ailleurs, c'est elle qui m'appelait pour me relancer que mon dossier était en train d'aller tel niveau et un tel niveau. Le FNE ne se limite pas qu'au financement. L'institution agit aussi comme interface entre employeurs et chercheurs d'emploi tout en assurant un suivi technique des projets financés. Dans un autre centre de lutte contre la drogue et de réinsertion sociale, l'accréditation du dossier aura nécessité près de 10 ans. Aujourd'hui, la structure dispose d'équipements adaptés pour renforcer l'accompagnement des pensionnaires. C'est depuis 2015 que nous avons déposé notre demande d'extension du cabinet de santé au Fonds national de l'emploi. Bon, nous avons cheminé presque 10 ans après. Et c'est cette année que Dieu nous a fait grâce. Mon nom est sorti dans le registre de ceux qui devaient recevoir le financement. Donc nous avons eu ce qui nous a permis de mettre sur place des appareils neufs. Dernière étape, Ankwabang. Dans cette menuiserie riche, machines neuves et main-d'œuvre renforcée. Le soutien du FNE a permis de moderniser l'atelier et d'augmenter la capacité de production. Nous avons eu l'acquisition des nouveaux équipements qui sont venus booster notre production. Et depuis lors, la capacité de production s'est accrue, le personnel s'est accru. L'emploi également, parce que nous générons de l'emploi et nous formons des jeunes. C'est-à-dire avec les équipements que nous avons acquis au niveau du Fonds national de l'emploi, ça nous a permis de recruter des nouvelles personnes dans notre équipe, de créer une cellule formation. Promouvoir l'emploi, sécuriser l'investissement productif et accompagner l'auto-entrepreneuriat, le FNE traduit sur le terrain sa volonté de structurer progressivement le secteur informel malgré un environnement économique contraignant. Dans la lutte contre le chômage, la promotion de l'emploi, nous avons un exemple d'un jeune qui a bénéficié d'1 million de francs CFA pour monter son affaire. Il est situé au carrefour Jamo à Yaoundé. Il a été approché par Monique Bamio. Il s'appelle Assem Afriwa qui fait dans la beauté. Nous regardons. Le FNE a en quelque sorte réalisé un rêve d'enfant
Déjà, il faut savoir que le MK Beauty Haven existe depuis 2016. Alors, le FNE m'a permis en fait de pouvoir avoir ce cadre que je dirais aujourd'hui attrayant, qui me permet d'avoir plus de clientèle par rapport à l'expansion, c'est-à-dire d'autres postes qui ont été ajoutés, parce qu'avant, on ne faisait que de la coiffure. Voilà, grâce au financement du FNE, on a pu étendre le business en créant d'autres postes qui sont là. J'ai sollicité une aide financière et de leur côté, ils m'avaient demandé de monter un business plan. Voilà ce que j'ai fait. On m'a coté un conseiller, voilà, M. Boubakari qui est là, à qui je dis merci parce que je sais que c'est grâce à lui que, voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont étudié mon business plan et ils ont décidé de me financer. Je répondais à cette question encore aujourd'hui à un client quand je lui disais que je devais recevoir le FNE et il ne croyait pas en fait que le FNE finançait des projets. Moi, ce que je dirais aux jeunes également qui ont besoin d'un soutien, c'est de se rapprocher du FNE parce que voici la réalité que vous voyez là. Donc, il faut y croire et je pense qu'avec ça va marcher. Le Palais des Congrès de Yaoundé a abrité ce lundi une double cérémonie. D'abord, la présentation de vœux, doublée de la conférence annuelle des responsables centraux et des services déconcentrés du ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Sous la houlette du ministre Pierre Ailé, accompagné du ministre délégué Dr Nana Boubacar Diallo, cette administration publique a réaffirmé son engagement à accompagner les Camerounais à pouvoir lutter contre les changements climatiques, surtout à développer une résilience face à la menace qui pèse sur la biodiversité. Nous parlons de la religion dans cette édition du journal télévisé de BNews1. Nous parlons précisément du Ramadan qui commence le 18 février prochain au Cameroun selon le calendrier lunaire islamique. C'est une période de jeûne, une période de prière et de recueillement qui s'annonce. C'est un moment central dans la vie des fidèles musulmans. Mais comment s'y préparer? Quelle attitude adopter avant et pendant cette période-là? Des réponses à ces questions dans ce reportage de Yves Zembida. À l'approche du Ramadan, l'effervescence gagne les communautés musulmanes. Ce mois sacré, 9e du calendrier islamique, est l'un des 5 grands piliers de l'islam. Avant tout, c'est le mois durant lequel le Saint-Coran a été révélé au prophète Mohammed, un mois de jeûne observé de l'aube au coucher du soleil. Les fidèles sont invités à s'abstenir de manger, de boire et de toute relation intime durant la journée. Le Ramadan, c'est un mois béni de l'islam, un mois pour lequel le jeûne est obligatoire. Et le jeûne du mois de Ramadan, comme nous le savons, c'est l'un des piliers de l'islam. Donc c'est un mois au courant duquel nous devons accomplir l'un des 5 piliers de l'islam. Et ce mois de Ramadan regorge de nombreux mérites. C'est un mois durant lequel les péchés sont pardonnés et Allah expie les fautes de ses serviteurs. Mais au-delà de la privation physique, le Ramadan est surtout un temps de purification spirituelle. Il est considéré comme le mois du pardon des péchés, marqué par la recherche de la nuit du destin, appelée Laylat al-Qadr, durant laquelle les prières sont particulièrement exaucées. Le fidèle musulman, au regard de ces nombreux mérites du mois de Ramadan, doit avoir réservé un accueil tout particulier au mois béni de Ramadan. Il doit d'abord se purifier, il doit laver les péchés à travers ce qu'on appelle le repenti sincère. Il doit interrompre avec les péchés, regretter du passé, prendre la résolution de ne plus refaire des péchés et entrer dans le mois de Ramadan avec un engagement ferme de se rapprocher d'Allah à travers des actes d'adoration qu'Allah aime et agrée, au nombre desquels figurent le jeûne et les prières et dévotions nocturnes.
Pour bien se préparer à entrer en Ramadan, l'imam insiste sur la nécessité d'un repentir sincère. Il s'agit d'abandonner les mauvaises habitudes, de s'éloigner du péché et de toute forme d'excès. Le croyant est invité à intensifier ses prières, notamment les prières nocturnes, et à se disposer intérieurement à vivre un mois de discipline et de foi. Avoir un lien très étroit avec le noble Al-Qur'an, il doit le réciter, il doit méditer sur ces versets, il doit évoquer grandement Allah, il doit faire preuve de charité, parce que c'était ça la tradition du messager, paix, bénédiction et salut sur lui durant le mois béni de Ramadan. Il doit se présenter sous le meilleur visage possible afin de bénéficier de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant le Ramadan, le comportement du musulman doit refléter les valeurs de patience, de maîtrise de soi, de générosité. La lecture et la méditation du Saint-Coran occupent une place centrale, tout comme les invocations et les actes de piété. La charité et le partage sont également fortement recommandés afin de venir en aide aux plus démunis. Plus qu'un simple jeûne, le Ramadan est un mois de transformation intérieure où chaque fidèle est appelé à se présenter devant Allah sous son meilleur jour dans la foi, la solidarité et le respect des autres. Chez les chrétiens, le carême est également annoncé. C'est une période de jeûne, de prière et de partage. Pendant 40 jours, les chrétiens vont donc se livrer à la préparation de la résurrection du Christ à Pâques. La symbolique de cette période-là dans ce reportage de Lucien Bala. Le carême est un temps de réflexion et de renouveau pour les chrétiens. C'est l'occasion de se rapprocher de Dieu, de se repentir de ses fautes et de se renouveler spirituellement. Les préparatifs au carême sont donc une étape importante pour se préparer à cette période de spiritualité et de croissance. Les 40 jours doivent être caractérisés par une vie de prière, une vie de pénitence, une vie de pardon, une vie de conversion, une vie d'écoute de la parole de Dieu. C'est une période d'intense activité spirituelle pour entrer dans la joie pascale. Pendant 40 jours, les fidèles chrétiens sont invités à l'abstinence pour mieux tourner leur attention vers Dieu et bénéficier de ses grâces. L'intense activité spirituelle nous permet d'entrer dans la vie de communion avec Dieu, la vie qui est la vie spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois où vous menez une vie intense sur le plan spirituel, vous êtes en train d'œuvrer pour votre entrée dans le paradis de Dieu, le royaume des cieux, qui est, n'est-ce pas, réservé à ceux-là qui doivent bénéficier de la vie éternelle. Il ne suffit pas seulement de se priver de nourriture, de boissons. Le carême, c'est aussi tourner le dos au péché pour faire la volonté de Dieu. Vous pouvez vous priver de nourriture, vous pouvez vous priver de boissons, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est ailleurs. Nous sommes invités à abandonner la cécité spirituelle. Nous sommes invités à abandonner la vie d'éloignement avec Dieu, qui est la vie de péché, qui est la vie maléfique, pour entrer dans la logique de la vie de communion avec Dieu, pour rechercher l'amitié avec Dieu. Le carême débute ce mercredi avec l'imposition des cendres, signe de pénitence, de fragilité humaine et la conversion vers Dieu. Rendons-nous à l'est du pays, c'est pour parler de l'université de Bertoua. Là-bas, c'est un moment historique que l'on vient de vivre. Un total de 737 diplômés et 365 attestations ont été officiellement remis aux tout premiers lauréats des grandes écoles et facultés de cette université. Une cérémonie solennelle présidée par le gouverneur de la région, Grégoire Mvongo, et les choses vues entendues nous sont rapportées ici par notre correspondant local, Anissé Mbazoa. Au total, 737 diplômes et 365 attestations ont été officiellement remis aux tout premiers lauréats des grandes écoles et facultés de l'université de Bertoua. Bien chers lauréats, je ne doute pas un seul instant que dans un monde de plus en plus compétitif et marqué par l'excellence, vous serez à la hauteur des défis qui vous attendent, car à l'université de Bertoua, vous avez appris à étudier avec méthode, à faire la recherche et à pratiquer dans le domaine de votre formation. Une cérémonie solennelle empreinte d'émotion et de fierté organisée dans l'amphi 500 de la faculté des sciences de gestion de l'université.
Pour ces pionniers de l'université de Berthois, la joie est immense. Après plusieurs années de formation, d'efforts et de sacrifices, l'heure est à la consécration. Sentiment de joie et de gratitude avec Dieu, avec mes encadrants et mes parents. C'est un parcours qui a été difficile, mais l'aboutissement, vous pouvez le constater entre mes mains. Je suis très joyeuse. Parents, amis, encadreurs ont massivement effectué le déplacement pour partager ce moment historique, car au-delà des parchemins remis, c'est une nouvelle page qui s'écrit pour cette jeune institution universitaire. La cérémonie présidée par le gouverneur de la région de l'Est, le recteur de l'université, le représentant personnel du ministre de l'Enseignement supérieur, a quant à lui salué le mérite et la détermination de cette première promotion. Pour ces diplômés, pas question de s'arrêter là. Beaucoup ambitionnent déjà de poursuivre leurs études ou intégrer rapidement le monde professionnel. Alors ce que nous, aujourd'hui, nous attendons finalement est l'intégration à la fonction. L'ambition, c'est de tenter le doctorat. Parce que mon ambition, c'est de continuer dans l'enseignement supérieur en tant que professeur d'université. Une première promotion qui marque ainsi un tournant majeur dans l'histoire de l'université de Berthois. La première réunion du comité de gestion de l'hôpital de Ngok-Mapoubi, c'est dans le département du Nyon-Ekele, vient donc de se tenir. Il a été question de faire une analyse situationnelle de l'hôpital, un aperçu de la gestion actuelle en termes de dépenses et de recettes en 2025. Il fallait également connaître les difficultés que traverse cette formation sanitaire. Le reportage est de Benjamin Bell-Pouga, notre correspondant à Ngok-Mapoubi. Situé dans le département d'Union-Ekele, l'hôpital de district de Ngok-Mapoubi a de belles ambitions pour se positionner parmi les meilleurs. C'est l'objectif visé de la réunion du comité de gestion tenue à Ngok-Mapoubi. Au cours des travaux, il était question pour le comité de gestion d'évaluer ce qui a été fait et améliorer les services de santé en 2026. Nous avons le plan de travail annuel qu'on a élaboré. Et je pense que les travaux se sont bien déroulés dans une très bonne ambiance. Et bon, nous cherchons à améliorer le travail qui a déjà été fait par le passé. Nous allons transmettre les différentes doléances que nous avons reçues à la hiérarchie de l'hôpital et du conseil régional. Et comme je l'ai dit aussi, dans les jours à venir, il y a le conseil régional qui devra faire certaines rénovations dans cet hôpital. Nous attendons également les exécutions de budget. Et malgré les défis et les doléances, l'hôpital de district de Ngok-Mapoubi a déjà réalisé les avancées notables pour l'amélioration des soins de santé des populations de cette localité. Oui, effectivement, comme vous le dites bien, l'hôpital, c'est entre les bonnes mains, je pense. J'apprécie les efforts de tous les partenaires, que ce soit les partenaires techniques, donc le district, la délégation, que ce soit le partenaire administratif, le président du comité et surtout l'administration locale qui nous appuie pour pouvoir réaliser tout ce que nous avons comme offre auprès de la population. Seulement un poids pour l'hôpital est le corps abandonné à la morgue. Et au cours de cette réunion, des pistes ont été évoquées pour débloquer la situation des corps abandonnés à la morgue qui impactent les autres services. Effectivement, ces problèmes, je pense, à notre niveau, ce qu'on devait faire, nous avons déjà fait. Ça reste donc aux autorités, surtout les autorités communales, de nous montrer là où il faut inhumer ce corps. Vous savez, on ne peut pas inhumer sans qu'on ait un endroit pour le faire. Donc je pense que nous allons continuer à toquer les portes de la commune, au moins pour nous débarrasser de ce corps qui bloque énormément le fonctionnement de ces services. Un satisfecit total pour le travail déjà abattu, mais on reste conscient des défis et les doléances seront portées à la haute hiérarchie. Intéressons-nous
à la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest, précisément dans le nord-ouest, à Bamenda, où on apprécie beaucoup ce qui se fait pour la reconstruction de la route. Les autorités locales ont d'ailleurs pris des dispositions pour garantir la sécurité sur les sites actifs, notamment en préservant les écoles et les quartiers pour réduire tous les risques. Le reportage est signé d'Arlène Mimboui. Une campagne de sensibilisation a été menée ce 15 février à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, avec un accent particulier sur les jeunes et les établissements scolaires, les exhortant à respecter les règles de circulation et de construction, à protéger l'environnement et à signaler rapidement toute forme de violence ou de comportement dangereux près des zones de projet. La sensibilisation explique comment les travaux en cours affectent la circulation et les déplacements des piétons et pourquoi la discipline et la vigilance sont nécessaires pour prévenir les accidents et les retards. Les participants ont également été sensibilisés à la gestion des déchets, à la protection des systèmes de drainage et à la nécessité d'éviter de déverser des déchets près des caniveaux de construction, ce qui peut endommager les infrastructures et augmenter les risques d'inondation. Nous nous concentrons sur la sélection des écoles parce que ce sont des zones sensibles qui nécessitent une attention particulière car elles abritent des enfants dont la conscience et la compréhension ne sont pas aussi développées que celles des adultes. La plupart des écoles que nous avons choisies sont situées à côté de la route. Les organisateurs affirment que la campagne se poursuivra dans les écoles et les communautés pour garantir que le projet avance de manière fluide et sûre pour les résidents. À l'étranger ce soir, nous parlons de la fin des travaux de la 39e session du... Non, zéro. À l'étranger ce soir, nous parlons des travaux du 39e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se sont achevés hier à Addis Abeba en Éthiopie. Il faut dire que les dirigeants africains se sont penchés sur les questions de sécurité en Afrique, sur le commerce intra-africain qui doit se développer à travers le ZLCAF, la zone de libre-échange, et puis ils se sont préoccupés également des menaces sur les changements climatiques. Le compte rendu de ces travaux avec Cyril Akono. Pendant 2 jours d'intenses travaux au siège de l'organisation panafricaine, les dirigeants africains ont débattu des priorités stratégiques du continent avec en toile de fond la consolidation de l'intégration africaine et la quête d'une autonomie accrue. Les questions sécuritaires ont dominé les débats. Les conflits armés dans certaines régions, la menace terroriste au Sahel ainsi que les crises politiques ont suscité de vives préoccupations. Les chefs d'État ont réaffirmé leur engagement en faveur du renforcement des mécanismes africains de prévention et de gestion des conflits. Un accent majeur a été mis sur la nécessité d'un financement plus autonome des opérations de paix africaines afin de réduire la dépendance extérieure. Toujours sur ce volet sécuritaire, l'un des points culminants était la tolérance zéro sur les changements de pouvoir jugés anticonstitutionnels. À ce sujet, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a déclaré que l'organisation n'aurait aucune tolérance pour les changements de pouvoir anticonstitutionnels. Pour lui, les coups d'État et césures de pouvoir par la force ne doivent pas être normalisés dans le continent. Sur le plan économique, le sommet a insisté sur l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Les dirigeants ont souligné l'importance d'industrialiser les économies africaines, de promouvoir la transformation locale des matières premières et de favoriser l'emploi des jeunes. Au centre des discussions également, la résilience face aux forces d'endettement et les changements climatiques. Plusieurs interventions ont appelé à une réforme du système financier international pour mieux prendre en compte les réalités africaines. La question climatique a occupé une place stratégique dans les travaux. Les dirigeants ont plaidé pour une justice climatique, rappelant que l'Afrique, bien que faiblement émettrice de gaz à effet de serre, demeure l'un des continents les plus vulnérables aux effets du dérèglement climatique. La jeunesse africaine, majoritaire sur le continent, a été présenté comme un levier essentiel de transformation. Les États membres ont réaffirmé leur volonté d'investir davantage dans l'éducation, l'innovation et l'entrepreneuriat. Au terme des travaux, le sommet a réitéré son attachement aux idéaux du panafricanisme, à la solidarité entre États membres et la défense des intérêts africains sur la scène internationale. Le 39e sommet de l'Union africaine s'est ainsi achevé sur un appel à l'unité et à l'action concertée pour faire face aux défis contemporains et bâtir une Afrique plus forte, intégrée et souveraine.
Un sujet d'intérêt tel qu'on l'a vu pendant les travaux, la situation au Sahel, le nouveau président en exercice de l'Union africaine, le président de la République du Burundi a eu à parler de cette question-là, les questions d'attaque terroriste dans le Sahel. Nous l'écoutons dans cet extrait de son échange avec la presse à la fin des travaux à Addis Abeba. La volonté de dialogue entre les protagonistes. Ce conflit se dessine en deux images. Il y a cette tension entre le Rwanda et la RDC. Mais il y a en interne aussi des groupes armés congolaises. Nous approuvons ce qui est l'apaisement à partir des relations entre le Rwanda et la RDC. Nous avons déjà un accord de Washington qui instaure le cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu est un instrument qui ramène les parties ensemble. Même si aujourd'hui il semble qu'il n'y a pas de confiance réelle entre les deux parties, il y a cet instrument. Ils sont obligés parce que l'accord est signé par chaque partie. Alors il revient aux médiateurs d'aider les parties alors à signer cet accord. Il faut aussi créer des mécanismes de mise en œuvre de l'accord. Le cessez-le-feu est une chose, mais il faut le mettre en œuvre. Le mettre en œuvre, d'abord, c'est le désengagement des forces. Le désengagement des forces, si ce sont des forces étrangères, le désengagement implique que les forces étrangères doivent regagner leur pays. Il faut indiquer que dans le cadre de ce sommet, Beijing, les autorités de Beijing ont réaffirmé leur engagement à accompagner l'Union africaine. Le président chinois Xi Jinping a annoncé précisément la suppression des droits de douane pour 53 pays africains. Nous le voyons dans ce reportage de Fabienne Esson. Depuis le repli des États-Unis après les tarifs douaniers imposés par Donald Trump, de nombreux pays africains se tournent vers d'autres partenaires. Étant le premier partenaire commercial du continent africain, la Chine en profite pour renforcer son influence. À partir du 1er mai prochain, 53 pays africains, à l'exception de l'Eswatini, petit royaume de l'Afrique australe, seront exonérés du droit de douane. Avec cette mesure, la Chine confirme à nouveau son statut de partenaire incontournable pour l'Afrique, surtout dans un contexte marqué par la montée des tensions commerciales et le regain des tendances protectionnistes. Beijing affirme que cette mesure offrira sans aucun doute de nouvelles perspectives au développement de l'Afrique. Il entend conclure un accord économique structurant et facilitant l'entrée des exportations africaines sur le marché chinois par le canal vert. L'administration des douanes de Chine indique que les importations en provenance de l'Afrique en 2025 ont augmenté de 5,4%, soit 123,2 milliards de dollars. Une bonne nouvelle pour les importateurs africains qui pourraient désormais conquérir le marché chinois. En sport, et si nous faisions le bilan partiel de la 5e journée qui s'est jouée dans les stades hier, on nous dit que le spectacle était au rendez-vous. Entre pluie début, penalty et série de retournements, on a vécu tout cela à l'Elite One. Victoria United a dicté sa loi à Limbé avec un festival de penalty. Coton Sport reste le patron et garde son invincibilité, tandis que PWD a écrasé la Panthère à Bamenda et s'installe donc sur le trône, tandis que l'Aigle de Mungo arrache un nul héroïque face à la Colombie. Le compte rendu des matchs, Franck Mpek. Le stade militaire de Yaoundé a été le théâtre d'une rencontre très enlevée entre deux oiseaux, la Colombe du Sud et l'Aigle royal du Mungo. Richard Toa et ses poulains ont concédé un match nul de 2-2 malgré le doublé en première mi-temps de Luc Armand Bidé. L'équipe a rendez-vous le week-end prochain avec la Panthère Sportive d'Undé dans la région de l'Ouest. Au stade annexe Rumdi Adja de Garoua, Coton Sport s'est imposé 1-0 face à Fauve Azur. Amadou Aïdjo a inscrit l'unique but de la rencontre sur penalty.
L'équipe de David Pagou est la seule pour l'heure du championnat invaincue depuis le début de la saison. Sur la même pelouse, Gazelle FA a été tenu en échec par AS Fortuna au terme d'une rencontre sans but. Victoria United, quant à lui, s'est imposé avec autorité 3-1 face à Aigle Royal de la Ménois au Saint-Unero Stadium lors de cette 5e journée du championnat national Elite 1. Le champion du Cameroun 2024 a bénéficié de 4 pénaltys au cours de la rencontre en transformant 3 et en manquant 1 pour sceller une victoire maîtrisée devant son public. Une rencontre qui, selon certains analystes, pourrait faire l'objet d'une enquête au vu des décisions arbitrales. Contrairement aux rumeurs largement relayées sur les réseaux sociaux, aucun incident n'a été enregistré à l'issue de la rencontre opposant Stade Renard de Mélon à Dynamo de Douala ce week-end. L'image circulant et alimentant la polémique montre un simple corridor de sécurité mis en place de manière préventive pour encadrer et protéger les arbitres. Cette mesure fait suite à l'incident survenu la saison dernière lors du match Stade Renard Colombe Sportif du Sud. Sur l'aire de jeu, aucun fait majeur à signaler, juste le score de parité de 2-2 entre les deux formations. En attendant le résultat de cette dernière journée, entre le Canon de Yaoundé et Unisport de Bafang, le classement partiel de cette 5e journée est dominé par les Abakwa Boys, suivi des Bonba Job et enfin Gazelle FA qui complète le podium. Aigle Royal du Mungo et Fauve Azur sont pour l'heure les bons derniers de la classe. Un mot sur le championnat national de football féminin qui a franchi complètement ce lundi sa deuxième borne. Pas de vainqueur cet après-midi lors du derby de cette deuxième journée entre Amazon FAP et l'Équier Football Club. Les deux formations se sont quittées 2-2, 0 but partout. FAP enregistre ainsi son deuxième match nul consécutif, tandis que la L'Équier garde la tête du classement avec 4 points. Hier dimanche, 4 rencontres avaient rendu leur copie. Vision Football avait donc et Authentique FC se sont neutralisés sur le score d'un but partout à Douala. Et puis le promu AS Dibamba s'est imposé face à Louvre Minprof sur la plus petite des marges, tandis que le top match Cyclone contre FC Bolova sur les mêmes installations s'est soldé par le score de parité, un but partout. Nous terminons en disant que le promu Egaï FC à Garoua n'a pas pu faire le point devant le Diasport. L'équipe de Pitois a été dominée 3 buts contre 1. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition du journal télévisé sur BNews One. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes. À bientôt.